Je vais vous parler aujourd'hui des Camille, Boris, Perrine et Lamia. Quel est le fil rouge qui traverse les cures de ces êtres? C'est la tyrannie intrapsychique qui les fait souffrir. Tyrannie intrapsychique est un ouvrage écrit par Fernando de Amorim qui révèle les conséquences des croisades de l'imaginaire contre le réel et des instances tyranniques du moi contre ses semblables. L'auteur vient éclairer son lecteur sur l'abondance de haine en provenance des organisations intramoïques, débordant le moi à corps et à cri. La cure psychanalytique est une proposition thérapeutique pour l'être. Continuer de se laisser engloutir par les discours tyranniques ou commencer à exister. Le discours de l'adulte vient puiser sa consistance dans le grand autre barré. Ainsi, lorsqu'un adulte est témoin qu'un enfant est battu, il n'est pas question de fantasme, d'imaginaire ou d'un moi opprimé par les organisations intramoïques, seulement d'une position responsable. Les actions qui en résultent sont la matérialisation verbale et ou corporelle de la castration symbolique. Le discours du majeur est le résultat d'un moi saturé de haine en provenance des organisations intramoïques et gonflé d'imaginaire. Cela a pour conséquence une annulation, donc selon les travaux de Julien Faugeras, sur l'annulation rétroactive. C'est le schéma qui vous fait rire? Oui, ça clignotait. C'est pour localiser. Donc l'annulation de la haine agit sur l'autre, qui prend la forme d'un laisser-faire. Car en annulant la haine de l'autre, le moi du majeur se donne l'illusion de faire disparaître la potentialité de sa propre haine. Ce laisser-faire serait l'indicateur d'un moi qui n'a pas encore été disposé à opérer un tour de 180 degrés, mouvement qui lui permettrait de reconnaître sa propre haine, et ainsi la vengeance agit sur un petit autre. Le dispositif de la cure psychanalytique travaille à la construction de ce mouvement intrapsychique, rendant possible pour le moi de reconnaître une haine qui le dépasse et qui a à voir avec les premiers autres non barrés auxquels il a eu affaire. L'autre conséquence de la tyrannie intrapsychique qui domine le moi du majeur est une campagne de dénigrement par la requalification du discours de l'adulte en un discours dogmatique, calomnieux et manquant de contexte. Le discours issu de l'autre barré serait soigneusement évité puis dénaturé en un discours impératif issu de l'autre non barré. Ainsi, ce sont des compromis qui meuvent le discours du majeur, entre l'être et le moi, et avec l'autre non barré et la résistance du surmoi. Du côté du discours de l'adulte, point de compromission, son discours est le résultat des heureuses accolades entre le moi et l'être et le grand autre barré. Boris entre en psychothérapie puis en psychanalyse. Il souhaite mieux gérer ses émotions et surmonter ses crises de colère. Lorsqu'il évoque ses réactions, tant à l'égard de sa conjointe qu'à celui de son enfant de 2 ans, qui ne l'écoute pas et n'en fait qu'à sa tête, ces associations libres prennent tantôt la voie de la rationalisation en utilisant un discours pseudo-scientifique et en s'appuyant sur la relation imaginaire entre lui et son fils, et tantôt celle de l'interprétation grâce au mouvement du 180 degrés du moi. Dans la première voie, Boris s'appuie sur le comportement de son enfant comme étant typique de son âge. 2 ans, c'est l'âge où les enfants veulent s'affirmer, c'est la crise des 2 ans, comme quoi c'est normal qu'il n'écoute pas parce qu'il veut affirmer sa personnalité. En fait, j'ai lu un article, c'était écrit que son cerveau n'a pas encore les capacités de comprendre. Il n'est pas encore développé. C'est son cerveau émotionnel. Au vu de l'ampleur de la crise des 2 ans, dite Terrible 2, dans le paysage médiatique et ainsi dans le discours sociétal, je me suis demandé dans quelle mesure les Too Terrible organisations intramoïques y étaient pour quelque chose dans cette adhésion quasi aveugle à une théorie pseudo-scientifique. Le Terrible 2 est défini comme le passage à un besoin fort d'autonomie, revendiqué par l'enfant, qui tente de pousser toutes les limites auxquelles il fait face. Des parents démunis face à l'expression de ce besoin fort d'autonomie cherchent explications et solutions clés en main pour réussir à gérer un enfant en plein Terrible 2. L'instrumentalisation du Terrible 2 servirait donc de support à la banalisation
et à la rationalisation de l'embarras parental, à canaliser, sans la brusquer, l'impressionnante et puissante libido de l'enfant. C'est le cas dans la première voie, imaginaire, évoquée par Boris. Le majeur s'appuie sur un discours pseudo-scientifique pour justifier son désistement et ses débordements agressifs. Le discours du cerveau émotionnel, ou d'un cerveau immature, charge l'enfant et uniquement l'enfant de ce qui lui arrive. Le réel de l'organe cérébral est détourné à des fins de minimisation, voire de soustraction des devoirs parentaux. Ainsi, écrit Amorim dans Tyrannie intrapsychique, les parents n'y sont pour rien dans la souffrance de leur enfant. Il n'est question que de l'enfant, de son cerveau immature, de ses émotions, mais pas du rapport du parent à son enfant, à lui-même enfant, à ses propres parents, à l'amour et au rien. Le problème en soi n'est donc pas que l'enfant puisse vivre un passage à un besoin fort d'autonomie et que cela puisse passer par de la frustration. C'est justement là qu'est attendu l'adulte. Ce qui nourrit la souffrance des uns et des autres, c'est un discours soutenu par, je cite Amorim, la jouissance de l'autre non barré, au détriment de la castration du moi par l'autre barré. Ce discours pseudo-scientifique qui infuse le discours sociétal, arrangeant par définition, entrave la potentialité d'une position d'adulte, d'une position de parent et des actions qui leur reviennent. Ainsi en est-il des effets de l'autre non barré sur l'être depuis sa conception. Durant la vie utérine, il est objet, comme une graine de pavot, comme une framboise, comme un citron. Si c'est un garçon, sa mère aura une libido en berne. Si la mère s'enlaidit, c'est que sa fille lui a volé sa beauté. À sa naissance, il est bébé, il est un tube digestif, un ange, un bout de chou. De ses 2 ans jusqu'à sa majorité et plus, ce discours sociétal plonge l'enfant dans une succession de périodes critiques. Terrible 2, Three-Nager, Furious 4, Fantastic 5, Sassy 6. Puis à partir de 8 ans, c'est la crise de la préadolescence. Puis la crise d'adolescence. Puis la crise d'adolescence tardive. Puis la crise de la vingtaine, celle de la trentaine, celle de la quarantaine. Le discours pseudo-scientifique s'arrache à prix d'or pour se maintenir à l'abri de toute perspective de castration. L'enseignement d'Amorim au sein du RPH, consistant à garder le silence, se taire, supporter le transfert, n'est pas une technique fondée sur une incompétence à dire. Elle se supporte des découvertes freudiennes et des apports lacaniens. Selon la structure psychique, le clinicien se saisit différemment de sa parole. Selon les situations que le patient et le psychanalysant évoquent, le clinicien peut sortir de son silence. Grâce à sa psychanalyse personnelle, le clinicien parvient à se taire. Ainsi, il n'est guidé par rien d'autre que par la technique psychanalytique et par la construction de sa subjectivité. Se taire n'est pas psychanalytique en soi. Le silence du clinicien a une portée psychanalytique parce qu'il est articulé à la clinique de l'objet A et par la construction de l'objet rien. C'est une expérience clinique tant pour le clinicien que pour le patient. C'est un silence, un blanc, un moment de gêne qui peut donner lieu à des gesticulations sur le fauteuil ou sur le divan. La thérapeutique passe aussi par le silence, comme un écho du rien. Le rien qui résonne donne lieu à des associations libres, puis à des interprétations. Le discours religieux, comme le discours sociétal, font barrage au rien. Ce sont des discours infaillibles qui n'admettent pas de barre. Cette absence de castration symbolique constitue le discours tyrannique. Les hommes passent par l'instrumentalisation des religions ou des sciences pour promouvoir la seule première religion universelle, la haine. La haine déferle sur le moi, qui emporte avec lui le rire des enfants, comme chantait Renaud. Pour conclure, je voulais vous partager les paroles d'une patiente qui m'ont touchée, parce qu'elles m'ont enseigné sur la tyrannie dans le discours religieux, promettant des flammes aux pécheurs et des femmes aux bons adorateurs. C'est une citation de Abdel Malik. Lamia est une femme d'une 20aine d'années. Alors qu'elle avait 4 ans, son père lui parle de religion et de la vie après la mort. Son mal-être a commencé à cet instant où elle a appris, je cite, qu'il n'y avait donc pas de fin. La promesse de l'Éternel venait d'assombrir l'aube de sa vie. Merci.